Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 mai 2022. J'espère que vous allez bien parce que franchement, quand je vois l'avalanche de mauvaises nouvelles qu'on se prend sur la tronche depuis 2 jours, la seule bonne nouvelle que j'ai envie de trouver au milieu de tout ça, c'est que les marchés ne se sont pas pété la figure plus que tant entre vendredi soir et lundi soir. On a même tenu relativement bien, les Européens terminaient légèrement en baisse, les Américains c'était un peu plus franc, le Nasdaq se prenait encore une fois 1,2%, mais on a sauvé les 3,8% qu'on a récupérés vendredi. Donc on a quand même un petit peu de positivisme dans tout ça, et c'est vrai quand on voit un peu l'ambiance à l'heure actuelle, eh bien on peut s'estimer vachement content, parce que franchement, là j'ai fait le tour de tout, et je me dis, mis à part avoir envie de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre, ou aller se mettre en position latérale de sécurité par terre, là derrière le bar, je vois pas trop ce que ça donne envie de faire pour l'instant. Alors, on peut s'estimer content, pour l'instant, ça tient, et pour l'instant, les futurs sont en hausse avant l'ouverture de ce matin. Alors les craintes sont toujours les mêmes, hein. On ne change pas l'équipe qui gagne forcément, on va pas aller chercher des trucs beaucoup très nouveaux. En fait, la première crainte du moment, c'est bien évidemment l'inflation, bien sûr, mais surtout, alors la deuxième qui nous prend la tête depuis 2-3 jours, c'est le ralentissement de la Chine. Oui, tous les chiffres économiques qui viennent de Chine sont systématiquement pourris. C'est un peu la même chose que quand ils produisaient des gadgets à tire-larigot à l'époque, on n'avait que de la daube qui venait de là-bas. Et bien maintenant, c'est la même chose pour les chiffres économiques. Ralentissement économique en Chine, un risque de Covid, tout ça fait que ça nous met une pression monstrueuse et on n'aime pas trop entendre ça. On a déjà, franchement, la dynamique économique qui n'est pas au top en Occident, mais si en plus on nous dit que les Chinois sont en train de tomber en panne, ça va pas nous avancer beaucoup. C'est vrai que depuis quelque temps, on sait que ça reste un gros problème, mais là on en parle beaucoup et on nous en met une couche ce matin. Malgré ça, les indices asiatiques sont relativement bien disposés ce matin, mais on a quand même cette crainte par rapport à la Chine qui ralentit. Et puis c'est pas tout, parce qu'on a eu des chiffres économiques aux États-Unis qui nous laissent penser que finalement il n'y a pas que la Chine qui ralentit. Alors hier aux États-Unis, on a eu le New York Empire State Manufacturing Index. Alors c'est l'indice manufacturier des entreprises dans la région de New York. C'est pas un truc qui nous excite passionnément d'habitude. On préfère nettement les chiffres du CPI ou du PPI. Mais alors, l'Empire State Manufacturing Index, hier, il était attendu parce que ça nous donnait une idée de comment ça marchait là-bas. En gros, les analystes s'attendaient à un léger repli autour de 16,5. Alors, le chiffre n'a pas grande importance. Ce qu'il faut retenir, c'est le signe qu'il y avait devant le chiffre. Plus 16,5. Ça, c'était les attentes des économistes. C'est sorti à moins 11 et des poussières. Donc moins 36 par rapport au dernier chiffre, et on est en négatif. Alors, négatif sur le New York Empire State Manufacturing Index, ça veut dire dégradation des conditions économiques. C'est pas le genre de truc qu'on a vraiment envie d'entendre dans la même journée où on te dit la Chine c'est la merde, les États-Unis c'est aussi en train de devenir. Donc du coup, pas très motivé. C'est pour ça que je dis que je suis encore vachement content de voir que finalement les indices n'ont pas fini en baisse de 5 ou 6% directement pour fêter ça. Donc, mauvais chiffre économique aux États-Unis, et ça nous mettait une deuxième couche de pression et une deuxième couche de déprime. Après, il y a des gens qui parlent. Forcément, il y a des gens qui parlent, qui donnent leurs avis en ce moment. On a vu hier monsieur Lloyd Blankfein, le grand chef de Goldman Sachs, qui disait que la récession arrivait à nos portes. Et alors du coup, ils ont profité de faire un package global. On a eu Lloyd Blankfein, après on a eu le responsable de l'économie de Goldman Sachs. Alors lui, il est venu pour nous dire qu'il a révisé ses calculs au niveau de la croissance américaine à la baisse, évidemment. Donc en 2022, on sera plus qu'à 2,4, je crois, par rapport à 2,6 attendu. Et en 2023, on sera à 1,6 par rapport à 2,2 comme on attendait avant. Donc ça, c'est pas une monstre surprise. Aujourd'hui, le gars au mois de mai qui vient vous dire « Ouais, alors la croissance économique, ça va cartonner ces prochaines semaines », c'est qu'il a dû prendre des produits illégaux. Donc du coup, c'est un peu logique de voir ces gens venir faire des commentaires négatifs. Alors, commentaires négatifs chez Goldman Sachs au niveau des économistes, mais c'était pas tout, parce que comme ils ont fait une sortie de groupe, ils ont aussi amené le stratégiste equity, indice américain et consorts. Alors lui, il est venu recalculer son objectif sur le S&P 500 pour l'année
2022. Alors recalculez, je vous passe les formules mathématiques qu'il a utilisées dans son spreadsheet pour arriver à ce résultat, mais toujours est-il que c'est la 3e fois depuis le début de l'année où il vient baisser encore une fois son target. C'est facile, hein. Plus le marché y baisse, plus tu corriges ton target à la baisse. C'est assez simple comme stratégie. Et néanmoins là, il est venu nous sortir un chiffre 3600. Alors moi j'aime beaucoup quand on nous donne des chiffres d'objectifs sur les indices, hein, parce que c'est jamais innocent, hein. C'est 3600, c'est pas 3589,25, c'est 3600, très précis. Alors je me dis tout le temps, comment est-ce que les mecs ils font pour arriver à nous sortir des chiffres aussi précis? Et ben là, sur ce coup-là, c'est assez facile, parce que finalement, on a sorti un nouvel indicateur et un nouveau point d'inflexion intéressant sur le marché américain. C'est la moyenne mobile des 200 semaines. Attention, on est passé des 200 jours aux 200 semaines, c'est un upgrade. Alors c'est vrai que quand on regarde la moyenne mobile des 200 semaines, comme on la voit ici, donc là nous avons un chart weekly, donc la ligne orange que vous voyez est une ligne qui veut dire semaine, chaque fois c'est un point semaine par semaine, et que vous voyez, eh bien, cette ligne-là, eh bien, on l'a plus cassée depuis la crise des subprimes, sauf, évidemment, en mars 2020 sur la période du Covid. Mais forcément, la période du Covid, ça compte pas vraiment. Donc du coup, c'est un point d'inflexion très intéressant et très important à surveiller qui passe plus ou moins par les 3600 sur le S&P 500, ce qui veut dire que si on venait à perdre encore 10 ou 11% sur le marché, ce qui correspondrait, selon le spécialiste de chez Goldman Sachs, à un début de récession, eh bien on arriverait à 3600 et là ça sera BAM! Le niveau pour acheter. Alors, je sais pas si ce sera le niveau pour acheter, mais eh bien, à un moment donné, ça va finir par arrêter de baisser, hein, parce qu'on sait tous quand même que quand vous avez des cycles de hausse des taux, eh bien, au bout d'un moment, vous avez quand même le marché des actions qui suit derrière. C'est un grand classique, c'est des certitudes qu'on a quand même. Alors, le seul risque qu'on a là derrière, c'est que finalement, ça soit pire qu'avant. Alors, il y a un truc qui s'est passé hier d'assez sympa. Il y a ce monsieur qui est venu hier à la télé. Alors ce monsieur-là, c'est monsieur Bernanke. Monsieur Bernanke, pour ceux qui ont moins de 20 ans, peut-être vous le connaissez pas, c'est l'ancien patron de la Fed. Avant monsieur Powell, il y avait Madame Yellen, et avant Madame Yellen, il y avait monsieur Bernanke. Alors monsieur Bernanke, il a la spécificité d'avoir été là durant la crise des subprimes. Sans lui, on serait tous morts. Donc du coup, monsieur Bernanke est un espèce de héros national. On le ressort de temps en temps de la naphtaline pour le mettre devant tout le monde et il donne son avis sur ce qui se passe dans l'économie. Alors hier, il est venu nous dire que, eh bien lui, il pensait que la Fed avait un train de retard. C'est ce qu'on craignait et c'est ce qui fout la trouille au marché aussi. Et si la Fed avait monté les taux trop tard? Et si le fait d'avoir monté ces taux trop tard allait freiner, enfin pas plutôt freiner, mais plutôt laisser l'inflation galoper et que ce serait un mauvais point. Et c'est ce qu'il a peur. Et donc du coup, lui, il pense qu'on a une grande probabilité de stagflation. Donc hier, on a eu monsieur Blankfein, patron de Goldman Sachs, qui lui pensait qu'on avait une forte probabilité de récession. Maintenant, on a monsieur Bernanke qui lui a une forte probabilité de stagflation. La stagflation, eh ben, on l'a plus vu dans les marchés depuis 1970. Enfin, moi, je l'ai jamais vu personnellement. Enfin, non, j'étais un tout petit peu trop petit à cette époque-là. Pas que je suis devenu très très grand aujourd'hui, mais je veux dire, voilà, j'ai pas vu la stagflation. Mais en tout cas, c'est un mot qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans un journal financier, puis en plus prononcé par monsieur Bernanke. Donc voilà, on a des craintes aujourd'hui. Stagflation, donc vous avez ça, vous avez la Chine, vous avez le ralentissement économique, vous avez tout ce qui vient en même temps qui n'est pas forcément super rassurant. Alors quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, eh bien, on a bien raison de penser ce qu'on pense parce que y a de quoi avoir les jetons. Comme j'ai dit, j'étais même surpris que le marché ait tenu relativement bien hier, mais on a d'autres choses qui vont nous tomber dessus. Aujourd'hui, on va voir la publication des chiffres du retail. Donc les retail sales d'abord, mais aussi tous les grands magasins, Walmart, Kohl's, Target, qui vont publier leurs chiffres aux États-Unis. Et donc à l'intérieur de ces chiffres, on va pouvoir décortiquer la chose et voir si Joe American, le consommateur, celui qui achète, parce que finalement le moteur de l'économie aux États-Unis, ben, c'est ces mecs-là, c'est nous, enfin c'est vous, moi, mais c'est aussi eux là-bas surtout, qui viennent consommer et qui viennent acheter le marché pour dynamiser l'économie. Si ces mecs-là ne sont pas là, si ces mecs-là sont en train de tirer la prise pour dire « Oh là là, je vais rentrer à la maison, cultiver mon propre blé dans mon propre jardin », on va avoir un problème. Et donc c'est une journée assez importante qui nous attend aujourd'hui avec les chiffres du retail en général. Et puis comme ça ne suffit pas, évidemment, il fallait nous mettre encore un truc supplémentaire. Eh bien, ce soir, on a monsieur Powell et madame Lagarde qui vont devoir parler les deux. Donc, du coup, ça risque d'être assez sympa au niveau volatilité potentielle. On ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir comme chiffre, mais ça peut aller évidemment dans tous les sens sur les marchés, surtout qu'on a quand même
comme je le disais avant, pas mal de mauvaises nouvelles. Alors ça pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire, ok, bon bah voilà, ça arrive, il y a des mauvais jours, il y a des bons jours. Mais c'est pas tout, hein. Il y a encore 2-3 trucs à noter qui sont pas super chouettes. Tout d'abord, le pétrole. Alors le pétrole, lui aussi, nous a fait un showtime hier, hein. Donc on a commencé la séance. Hier, à l'instant où je faisais cette vidéo, je vous disais, oui, le pétrole est en train de baisser, c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement, le pétrole a baissé à 108 et bam, il est remonté à 114. Là, c'est super fun aussi. Le pétrole a baissé parce que la Chine ralentit. Ensuite, le pétrole a monté parce que la Chine se déconfine. Donc, en gros, c'est toute la faute de la Chine. Le pétrole, il a fait en bas, en haut. Mais il est à 112, 113 $ ce matin. Donc, ça, c'est pas super positif pour l'inflation. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient pas seule, et hier elles étaient en tir groupé, elles sont venues en bus scolaire directement tous ensemble, et bien du coup on avait aussi le blé. Alors le blé, souvenez-vous, le blé, si on reprend fin février, les Russes rentrent discrètement en Ukraine, et donc du coup on se dit, aïe ça va être la merde, parce que forcément on va nous couper une partie de la production du blé et d'exportation, puisque ces deux pays sont assez importants au niveau exportation. Aujourd'hui plus personne ne veut bosser avec les Russes. D'ailleurs, McDo a tout fermé en Russie également. Et puis, l'Ukraine, en cas de guerre, c'est difficile de dire, à la place d'aller tirer sur le champ de bataille, eh bien, je vais plutôt aller cultiver du blé. Donc, du coup, le blé, il a pris l'ascenseur. Après, on s'est calmé, on s'est dit, ouais, on va trouver des solutions, peut-être que machin, et ça s'est calmé un petit peu. La performance du blé, comme vous le voyez sur le graphique, est quand même assez stratosphérique ces derniers mois. Mais ça s'était calmé. Mais par contre, hier, on a appris que l'Inde, eh bien, ils ont une énorme vague de chaleur qui a détruit une grande partie de leur production agricole, dont le blé. Et comme ça a détruit une grande partie de leur réserve agricole, eh bien, ils ont annoncé hier que dorénavant, ils allaient exporter beaucoup moins, voire plus du tout de blé, parce qu'ils allaient se le garder pour eux. Et donc, du coup, forcément, le futur blé, il est reparti à l'explosion, à la hausse, quoi. Donc, en gros, si vous mettez juste dans le panier de la ménagère, le prix du blé qui monte, le prix du pétrole qui n'arrête pas de monter, au niveau inflation, je suis pas sûr que ce soit un monstre bon calcul, ce qui nous ramène au fait que peut-être la Fed a réagi trop tard, et puis que peut-être M. Bernanke n'a pas complètement tort. Autrement, brièvement, sur les deux, trois trucs qu'il faut retenir aujourd'hui, M. Warren Buffett s'est lancé dans Citigroup, il a mis 3 milliards sur la table pour acheter du Citigroup, ça a été annoncé hier, le titre prenait 3% after close. On a JP Morgan qui est devenu chaud bouillant sur les titres chinois, qui sont en train de la jouer contrariant, et oui, il se déconfine un tout petit peu la Chine, donc il y a peut-être un petit peu d'espoir là-dessus, donc JP Morgan qui pousse la thématique, et puis alors, la nouvelle, la fantastique nouvelle de la journée, oui, encore une fois, c'est lui, évidemment, Monsieur Elon Musk, encore lui, je le disais hier, hein, sans lui, je sais pas ce qu'on ferait, de toute façon. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être aussi changer le nom de cette émission, puis on va l'appeler le Elon Musk Live Show du matin, je sais pas, parce que tous les jours, on ne parle que de lui, il nous fait un nouveau truc. Alors hier, eh bien, Twitter s'est refait déglinguer encore une fois, le titre perdait pas loin de 10%. En gros, on est revenu sur Twitter exactement là où on était quand Elon Musk a annoncé qu'il avait pris une participation de 9% il y a un mois en arrière, plus ou moins. Donc on est revenu à ce niveau-là, on est à 37 $ et des poussières. Les experts nous disent que s'il n'y avait pas eu de takeover, le titre il serait à 32. Donc là, on s'estime encore content qu'on soit à 37. Et maintenant, tout le monde est en train de calculer le fait de dire si Musk, il a plus ou moins retiré ses billes, c'est qu'il va nous faire autre chose derrière. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Probablement qu'il va renégocier le bid et puis dire ouais, 54,20, ouais, c'est un peu cher, hein. Quand tu vois que le Nasdaq, il a perdu 10% depuis, je préférerais payer un peu moins cher. Alors, on sait qu'il est blindé de thunes. C'est vrai que quand même, ça fait 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, ça paierait les vacances de cet été, quoi. Donc du coup, il va probablement renégocier, et c'est ce que tout le monde est en train de se dire. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, quand on regarde les experts, alors je sais pas comment ils calculent leur truc de nouveau, mais bon, il paraît qu'il y a 80% de chances qu'il y ait une nouvelle offre corrigée à la baisse sur Twitter. Alors ça va pas plaire aux actionnaires qui étaient dedans avant et puis qui espéraient vendre à 54,20, mais enfin, pour l'instant, c'est un peu la direction que ça prend. C'est ce que ça donne l'impression, en tous les cas. Et puis alors, le truc de la journée, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures, eh bien, le CEO de Twitter a déclaré dans un tweet, évidemment, parce qu'on ne communique plus que par ça, a déclaré dans un tweet que il essaie d'expliquer plutôt à monsieur tout le monde pourquoi c'était très compliqué d'identifier ces faux comptes, ces fake accounts que Musk reproche à Twitter.
Donc il expliquait tout ça dans un tweet assez gros et assez clair. Et puis Musk a répondu à la déclaration du CEO de Twitter et il a répondu avec ça. Donc voilà, c'est la toute grande classe. La toute grande classe, on voit vraiment qu'on est dans un marché d'adultes avec des gens matures et intelligents et éduqués. Et donc voilà, en gros, c'est la réponse du berger à la bergère. Ton commentaire, c'est de la merde. Voilà en gros ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc on vit dans une espèce d'avalanche de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas grand chose de très très positif. Et j'ai envie de dire que la seule bonne nouvelle qu'on a pour l'instant, c'est que les futurs sont en hausse et que le marché a l'air de tenir et a l'air de digérer la chose. Et on a quand même l'impression globalement qu'on peut aller plus bas. C'est ce que tout le monde est plutôt d'accord pour parier dessus. On sait maintenant qu'on a un point d'inflexion super intéressant qui est la moyenne mobile des 200 semaines. Alors avant, on n'en parlait jamais, mais là, tout d'un coup, c'est devenu le truc obsessionnel du marché. Donc on a un petit peu ce support dans nos têtes qui pourrait nous permettre de dire, bah là, on aura peut-être un point d'entrée. Bon, ça fait quand même 11% plus bas. Hein. Mais pour l'instant, le marché a l'air de relativement bien digérer cette avalanche de mauvaises nouvelles. Alors attention, parce que en plus des discours de monsieur Powell et de Madame Lagarde ce soir, on aura aussi d'autres chiffres économiques, dont la production manufacturière aux États-Unis et la production industrielle aux États-Unis également. Et quand on voit les chiffres du New York Empire State Manufacturing Index, on peut se dire que ceci risque de pas être terrible non plus. Donc ce qui veut dire que l'économie est en train de ralentir, on n'a plus qu'à prier pour que monsieur tout le monde, le consommateur, ne nous lâche pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Jusque-là, ça va. C'est un peu l'histoire du mec qui tombe du 50e étage en passant devant le 35. Bah, jusque-là, ça va. On espère que ça dure. En tout cas, moi, je vous encourage à vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, on frise les 17 000 abonnés. Je pense qu'aujourd'hui, on passe les 17 000 abonnés. Merci à tous. Likez cette vidéo. Revenez demain parce que je serai évidemment toujours là demain. Et vous avez vu, j'ai presque retrouvé ma voix. Donc, passez une excellente journée, un très bon café, un très bon croissant, etc., etc. Et je vous vois demain. Bye bye!